François parle de génocide arménien et provoque la colère de la Turquie. 100 ans après, le massacre des Arméniens reste encore un débat non refermé. Hillary Clinton choisit de lancer sa candidature à la Maison-Blanche sur Twitter. Ce serait dans quelques minutes. Selon les médias américains, l'épouse de l'ex-président Clinton a reçu le soutien de Barack Obama la nuit dernière. Le conflit au Yémen et l'ONU qui appellent à une relance des discussions de paix au milieu de combats toujours plus violents. La France est venue aujourd'hui apporter son soutien à la coalition arabe conduite par l'Arabie saoudite. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir à tous. Cela fait 100 ans, donc presque jour pour jour, qu'environ 1,5 million d'Arméniens au sein de l'Empire ottoman ont été massacrés par les Turcs et leurs auxiliaires. Et pourtant, la question aujourd'hui est loin d'être tranchée. Le mot génocide est d'ailleurs toujours un mot tabou. La question que nous vous posions aujourd'hui, c'était justement de savoir si pour la Turquie, le temps était venu de reconnaître ce génocide arménien. Les internautes qui ont voté via i24news.tv l'ont dit massivement, en tout cas d'après ce sondage, 93% de oui, 2% de non, 5% de sans opinion. Le pape lui aussi a parlé et c'est une première d'ailleurs, c'est ce qui suscite ce soir cette polémique. Le pape François qui a parlé de génocide arménien aujourd'hui. Cela suscite une très vive réaction de la Turquie. On va en parler avec dans ce studio le frère Louis-Marie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du monastère d'Abou Ghosh tout près de Jérusalem, et Johan Morvan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur à l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul. Vous connaissez bien donc la Turquie. On sera également en ligne tout à l'heure avec l'historien Philippe Videlier, auteur d'un livre sur le génocide arménien perpétré par les Turcs. Johan Morvan, pourquoi est-ce que la Turquie est toujours très pointilleuse dès que le mot génocide est prononcé à propos du massacre des Arméniens? Elle se fâche comme c'est le cas aujourd'hui. Parce qu'il s'agit d'un refoulé historique, puisque les massacres ou le génocide, les historiens, il appartient aux historiens de décider. Moi, je ne suis pas historien, même si je peux avoir des idées sur la question, est antérieur à la création de la Turquie. Et donc, le pouvoir kémaliste des premières décennies de la Turquie telle qu'on connaît aujourd'hui ont toujours mis cette question dans une sorte de parenthèse historique qui n'a jamais été résolue. Frère Louis-Marie, pourquoi est-ce que le pape François, aujourd'hui, a choisi d'employer ce terme? C'est la première fois qu'un pape l'emploie aussi ouvertement, même si Jean-Paul II l'avait évoqué aussi, mais jamais de cette manière. Oui, Jean-Paul II n'en avait jamais parlé aussi ouvertement, ni sans jamais employer le terme génocide, effectivement. Vous me demandez pourquoi le pape en parle aujourd'hui. Je ne suis pas dans la pensée du pape, mais on peut faire un certain nombre de suppositions. Et d'une part, à cause du centenaire, bien sûr. Le fait que nous avons un pape pour qui il est fondamental d'assumer toute l'histoire et de ne pas avoir la langue de bois. Je pense que vous avez pu remarquer sur un certain nombre d'autres thèmes que le pape a parlé qui est très franc, très direct. Et puis je pense qu'il y a aussi nous sommes dans un autre contexte qui est celui des autres communautés chrétiennes qui aujourd'hui au Moyen-Orient, nous ne pouvons pas parler évidemment peut-être de génocide, le terme serait peut-être trop fort, mais subissent une réelle persécution. Donc je pense que là on a aussi un contexte contemporain qui fait que le pape ne pouvait pas laisser passer l'occasion, et en plus avec ce centenaire donc, qui est dans quelques jours. Ouais. N'oublions pas que le pape est jésuite aussi, hein, donc absolument. C'est quelqu'un, donc je pense, qui est très affûté dans ses positionnements. Ouais. Alors il faut aussi ajouter qu'il s'est passé quelque chose hier à Istanbul, et c'est peut-être lié à ce qu'a dit le pape François aujourd'hui, c'est que dans le cadre de la cathédrale Sainte-Sophie, qui est un lieu, qui est une ancienne cathédrale, qui a été ensuite conquise et devenue une mosquée, eh bien on a lu le Coran, ce qui est une première. Ça peut première depuis 85 ans, oui. Ça a été lu dans le cadre d'une manifestation culturelle. Mais donc effectivement, c'est une vieille lanterne, l'idée de réislamiser cette Sainte-Sophie, cette Hagia Sophia. Et donc la Turquie souffle un peu le chaud et le froid d'une certaine manière sur les différentes minorités, pas simplement les minorités historiques de l'Empire ottoman, donc arméniennes, juives et roumes, donc grecques, mais aussi sur la question alévi, sur la question kurde. Et donc il y a ce jeu, cette ritournelle de l'AKP, un pas de côté, un pas en revient, un geste offert, deux gestes repris. Il ne faut pas oublier que
Il y a quelques semaines, la plus grande synagogue d'Europe a été restaurée à Edirne, donc à la frontière de la Bulgarie. Et donc il y a une politique comme ça de quelques gestes symboliques en faveur des minorités. Et puis d'un autre côté, on va, voilà, au contraire, avoir une levée de bouclier concernant la question arménienne, minorité arménienne qui est aujourd'hui pas négligeable à Istanbul, puisque compte 60 000 personnes, dont 30 000 originaires d'Arménie actuelle, qui sont des migrants. Ce qui est rien par rapport à ce que c'était sous l'Empire ottoman avant ce massacre de 1915. Tout à fait. Frère Louis-Marie, comment vous interprétez ce qui s'est passé à Sainte-Sophie? Il y a toujours cet affrontement religieux là, qui est sous-jacent. Alors je pense qu'aussi on est héritier, je ne suis pas spécialiste de la Turquie, mais j'ai eu l'occasion d'y séjourner, et je pense que nous héritons de la situation, si vous voulez, d'une laïcisation de la Turquie à outrance avec Kemal Atatürk. Et dans le fond, il y a une espèce de réappropriation peut-être au niveau politique de la religion de l'islam. Et donc c'est un petit peu aujourd'hui, il me semble, le mouvement dans lequel nous sommes, et avec effectivement l'hypothèse, peut-être même le désir chez certains, de retransformer Sainte-Sophie en mosquée. Ouais. Et une des idées serait peut-être à ce moment-là de donner, il y a une autre église à côté dont j'ai oublié le nom, qui est toujours fermée. Carrier, oui. Saint-Severin-Cora. Voilà, c'est ça. Et donc qui serait prêté pour faire un concile panorthodoxe. Et du coup, en la réouvrant et en la rendant au culte, ça ferait effectivement une compensation, comme disait Yannan. Donc effectivement, un coup de chaque côté, des gestes symboliques. Mais je pense qu'il faut voir ça aussi dans ce contexte général d'un désir de réappropriation d'une identité religieuse, à la suite d'une négation trop forte peut-être. Alors on va parler justement de ces conséquences à la fois religieuses mais aussi géopolitiques parce qu'elles sont importantes à propos du génocide arménien puisqu'on en commémore le centenaire. Mais tout d'abord on revient donc sur ces propos du pape prononcés aujourd'hui du pape François. On l'écoute. Léa Volbert. Notre famille humaine a traversé au cours du siècle dernier 3 tragédies massives et sans précédent. La première, qui est largement considérée comme le premier génocide du XXe siècle. A frappé votre peuple arménien. Génocide arménien. Les mots sont lâchés en ouverture de la messe de commémoration du centenaire du massacre et en présence du président arménien. Des mots jugés inacceptables par la Turquie qui a immédiatement décidé de convoquer le représentant du Vatican à Ankara pour expliquer ses propos. Les autorités turques ont également choisi de rappeler leur ambassadeur au Vatican pour consultation. Sur son compte Twitter, le ministre turc des Affaires étrangères parle d'allégations sans fondement. C'est vrai, le terme génocide arménien avait déjà été utilisé par un pape, mais dans un document écrit et signé en 2011 de la main de Jean-Paul II. C'est la première fois qu'il était publiquement prononcé et dans de telles circonstances. Cette déclaration, une reconnaissance du génocide, était très attendue par la communauté arménienne. Mais le pape François prend ainsi le risque de fâcher la Turquie et de compromettre les relations diplomatiques entre Ankara et le Vatican. Ankara qui refuse de reconnaître un génocide à la fin de l'Empire ottoman et qui maintient qu'il s'agissait d'une guerre civile dans laquelle 300 à 500 000 Arméniens et autant de Turcs ont trouvé la mort. Pour les Arméniens, 1 500 000 des leurs ont été tués entre 1915 et 1917 à la fin de l'Empire ottoman. Nombre d'historiens et plus d'une vingtaine d'États, dont la France, l'Italie et la Russie, ont reconnu un génocide. D'autres pays, comme les États-Unis, n'emploient pas le mot pour ne pas détériorer leurs relations avec la Turquie, puissant allié au Proche-Orient. Voilà, donc on l'aura compris, génocide arménien, c'est un mot tabou pour le régime turc. Plus encore aujourd'hui avec Erdogan? Non, pas nécessairement. Au contraire, au début de l'AKP, il y a eu un certain nombre de gestes significatifs, puisque la frontière, notamment arméno-turque, a été, il y a eu le projet de la réouvrir et c'est encore à l'ordre du jour, puisque c'est quand même, ça pourrait être un partenaire commercial aussi de la Turquie et de l'Arménie. Enfin, il pourrait y avoir des relations bilatérales importantes entre ces deux États, puisque l'Arménie n'a pas non plus de débouchés sur la mer. Même s'il y a le conflit aussi entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui... Oui, puisqu'il y a cette politique qui avait été menée par le Premier ministre actuel à l'époque où il était ministre des Affaires étrangères, de la politique de zéro problème avec les voisins. Et donc il y avait aussi un certain nombre de gestes envers l'État d'Arménie. Et puis il y a eu donc un certain nombre aussi
gestes vis-à-vis des Arméniens de Turquie, avec tout de même parcours émaillé par l'assassinat de Hrant Dink, journaliste éditorialiste du journal arménien Agos, qui donc a été quand même le symptôme d'un problème qui n'était pas résolu jusqu'à aujourd'hui. Et donc un certain nombre d'intellectuels turcs, sous la houlette d'Ahmet İncel notamment, ont multiplié les interventions pour que la Turquie justement en finisse avec ce passé qui ne passe pas et reconnaisse ce génocide pour aller vers des horizons plus apaisés, y compris pour la Turquie elle-même, en fait, la Turquie d'elle-même à elle-même. On touche là du doigt, frère Louis-Marie, évidemment le problème de la présence, acceptée ou pas, des chrétiens au Moyen-Orient, que ce soit en Turquie ou on le voit ici dans la région. C'est un problème qui n'est pas nouveau, la preuve, avec ce qui s'était passé en 1915. C'est un problème qui n'est pas nouveau, et il ne faut pas oublier que les chrétiens sont nés en Orient. La communauté chrétienne est issue, elle est d'abord née ici à Jérusalem, c'est même assez important, et c'est ici aujourd'hui, elle vit, je dirais, le plus paisiblement dans la région, avec la Jordanie. Ce sont les deux pays où la communauté chrétienne aujourd'hui a le moins de problèmes. Et le Kurdistan irakien. Oui, alors excusez-moi, là, je ne suis pas trop spécialiste jusque-là. Mon horizon est plus limité. Et donc je pense qu'effectivement, c'est cette acceptation des minorités. Alors acceptation des minorités qui doit aussi correspondre aujourd'hui, nous, à notre vision occidentale, c'est-à-dire non pas simplement avec un statut inférieur, mais avec un statut de pleine égalité, avec un droit de conscience, avec un droit comme n'importe quel citoyen, et ne pas être simplement une minorité qui est tolérée et qui, à la limite, sera persécutée au moment où ça arrangera les gouvernants. Et on voit bien comment aujourd'hui, oui, on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, la présence des chrétiens en Orient est totalement menacée. Quand on voit comment a diminué la communauté en Irak, en Syrie, justement, là, on parle toujours du massacre des Arméniens, mais il y a aussi eu un massacre de la communauté syriaque, notamment, qui a été extrêmement important. Il y a d'ailleurs un livre qui vient de sortir sur le sujet, justement pour rappeler cette mémoire de cette présence qui, à mon avis, est fondamentale, parce que ça fait partie aussi de l'équilibre des sociétés d'avoir cette variété. Toute société monocolore, en fait, court à sa perte. Ouais. À mon avis, c'est mon avis. Il n'est pas mauvais. Merci. Alors justement, sur les conséquences géopolitiques, parce que c'est vrai que plusieurs pays ont reconnu, et ça a été parfois au prix de débats assez houleux, comme en France, on s'en souvient, lorsque la loi a été votée. Oui, particulièrement houleux, au sein de la communauté des historiens, notamment. Mais pourquoi est-ce qu'il y a encore ce débat aujourd'hui? Pourquoi est-ce que les historiens ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le terme génocide pour parler de ce massacre d'Arméniens? Parce que la question du génocide a sa propre historiographie qui commence avec celui de la Shoah et qui ensuite a été appliquée au cas de l'Arménie. Donc il y a une formule célèbre qui qualifie ce qui s'est passé donc, dans la fin de l'Empire ottoman, parce qu'il n'y a pas eu simplement des massacres perpétués entre 1915 et 1917, il y a eu d'autres massacres tout à fait important en Cilicie en 1896 également. Et donc l'idée, c'est un petit peu l'influence aussi de la pensée allemande sur une partie des élites turques de l'époque, de la fin de l'Empire ottoman. Donc il y a cette formule une idée allemande génocidaire entendue, manière turque. Et donc cette manière turque n'est pas celle des chambres à gaz, mais quand des massacres interviennent aussi massivement, il est difficile de ne pas reconnaître qu'il s'agit en définitive, si ce n'est d'un génocide, au moins d'un ethnocide, puisque l'Arménie, la grande Arménie, qui est composée de l'Anatolie et puis donc aussi de cette région de Cilicie, étaient autochtones en fait avant l'arrivée des Turcs en Turquie. Les Arméniens étaient déjà présents. Il s'agit d'un territoire naturel pour eux, et donc ça a signé la fin d'une histoire très ancienne, la disparition en fait de ces Arméniens d'Anatolie qui, pour la plupart, après 1917, ont fui soit à l'étranger, soit ont été conduits dans le désert pour y mourir, ou encore pour ceux restant en Turquie, ont gagné Istanbul, donc qui reste finalement la seule véritable lieu de présence significative d'Arméniens. Et donc après il y a cet effet aussi donc anniversaire. Donc il y a aussi un film récent du cinéaste allemand d'origine turque, Fatih Akın,
qui a signé ce film The Cut, qui est à mon sens pas un très bon film, mais qui est assez juste, en revanche historiquement, hein, et qui a eu les plus grandes difficultés à avoir des acteurs turcs dans son équipe. Hein. Et donc finalement c'est un acteur français hein, qui est le héros principal. Et donc ça aussi c'est un petit peu symbolique là, de cette crispation qui ne parvient pas à se dissiper au sein des autorités turques. Vous parliez tout à l'heure de votre séjour en Turquie. Vous avez l'impression qu'être chrétien en Turquie, c'est compliqué ou pas, frère Louis-Marie, aujourd'hui ? C'est difficile que je puisse vous donner un avis. J'ai juste séjour de faire quelques séjours. Donc quand on est simplement, en touriste ou en s'intéressant à un pays, on peut difficilement... Les témoignages que j'ai pu avoir disent que non, ce n'est pas si difficile que cela, mais on reste quand même dans une situation très précaire. On reste dans une situation précaire, je vois par exemple au niveau des droits immobiliers, au niveau de construction d'églises, vous voyez, tout à ce niveau-là, vous heurtez à des limitations ou à des difficultés, maintenant au niveau de la vie quotidienne, mais la communauté chrétienne là-bas est vraiment infime. 60 000 Arméniens, vous le disiez 60 000 Arméniens, mais il ne faut pas oublier que la Turquie étant aux portes de l'espace Schengen, c'est aussi un lieu d'afflux de migrants qui peuvent être chrétiens, en général évangéliques. Et puis aussi, il y a un certain nombre d'Iraniens évangélisés eux-mêmes qui, pour fuir l'Iran, transitent par Istanbul et parfois restent à Istanbul. Donc le paysage chrétien à Istanbul est assez diversifié. Donc outre les Arméniens et les Roums, il y a aussi donc un certain nombre d'autres chrétiens africains. Alors, vous restez avec nous, évidemment, on continue d'en parler. On accueille par téléphone et en direct avec nous depuis Lyon, en France, Philippe Videlier. Bonsoir, vous êtes historien, chercheur au CNRS. Vous avez écrit ce livre, Nuit turque, qu'on va voir à l'image, publié chez Gallimard, et qui donc est un récit de ce génocide. Puisque pour vous, il n'y a pas de doute, Philippe Videlier, on est bien en présence d'un génocide. Oui, absolument. Il n'y a pas de doute, non seulement pour moi, mais il n'y a pas de doute pour tous les historiens qui ont travaillé sur la question depuis l'époque, c'est-à-dire depuis 1915-1916. Mais pourquoi il y a débat alors encore? Parce qu'on a vu, même quand en France, on le disait tout à l'heure, il y a eu le vote de cette loi qui pénalisait la négation du génocide arménien. Il y avait un débat, certains historiens ne veulent pas qu'on tranche la question définitivement. Il y a un débat pour deux raisons. Il y a un débat par rapport à la Turquie, par rapport au gouvernement turc, à l'État turc plus exactement, qui est l'héritier par volonté, l'héritier de ceux qui ont commis le génocide, qui a pris pour lui l'héritage depuis les années 1930. Vous savez, la Turquie n'est pas une démocratie, n'a pas été une démocratie depuis ces années-là, jamais. Ça a été un État autoritaire, qui ensuite a été plus ou moins une dictature militaire, ensuite un pouvoir civil islamisant, mais qui en tout cas a toujours conservé cet héritage de l'Empire ottoman et donc la négation des faits de génocide qui étaient reconnus par le monde entier, qui ont été reconnus par le monde entier. Et c'est un État qui aujourd'hui est unique en son genre parmi les nations civilisées, puisque c'est le seul État à nier ses propres crimes. Donc le problème, il est là, il est en Turquie. Maintenant qu'il y ait débat en France, par exemple, ou en Europe, il ne faut pas sous-estimer le travail de lobbying qu'effectue l'État turc, par ses consulats, par ses chambres de commerce, etc. Ouais. Alors restez avec nous, Philippe Videlier, quelques instants. Yohann Morvan là-dessus. C'est vrai que la Turquie opère un lobbying très puissant. La Turquie, mais aussi un certain nombre d'Arméniens de France. Hein, donc le lobbying est multilatéral. Hein, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Après, juste un point sur la question de la reconnaissance ou pas par les historiens. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas tellement de débats, en particulier des historiens d'origine arménienne, hein, dont Anaïd Terminassian et Claire Mouradian, qui sont les deux meilleurs spécialistes de cette question. Cependant, pourquoi un certain nombre d'historiens se sont refusés à ce qu'il y ait une loi là-dessus? C'est parce que ces historiens estiment que ce n'est pas aux historiens de faire les lois. Et que donc ça n'a pas à être inclus dans une loi. C'est un travail d'historien et non pas de législateur. Et c'est pour ça qu'un certain nombre, outre donc un certain nombre d'historiens qui pourraient être considérés comme pro-turcs, hein, il y a chez d'autres historiens l'idée que ce n'est pas aux historiens
légiférer. Philippe Videlier, comment vous interprétez-vous ce qu'a fait le pape aujourd'hui, le pape François, 100 ans évidemment après ce massacre, parler de génocide, premier génocide du XXe siècle? Oui, moi je considère que la déclaration du pape François est extrêmement positive, qu'elle va de soi d'ailleurs pour toutes les personnes qui sont des humanistes et qui regardent le monde tel qu'il est. Donc c'est très très positif parce que venant de quelqu'un qui a une influence morale telle que lui, c'est quelque chose qui va dans le sens, y compris d'apaiser les douleurs, parce que vous vous rendez compte que 100 ans après un génocide, le voir nié par les descendants des victimes, c'est quelque chose d'absolument insupportable. Imaginez que l'Allemagne se mette à dire aujourd'hui il n'y a jamais eu de génocide des Juifs. C'est impensable, une chose pareille. Mais imaginez que cela se produise. Qu'est-ce que ça produirait chez les victimes et les descendants des victimes? Eh bien, on est dans le même cas vis-à-vis des Arméniens. Et là, le problème de la reconnaissance, c'est un problème d'ordre humain, d'ordre moral, qui est tout à fait important pour les survivants et aussi pour notre humanité commune, y compris d'ailleurs pour le peuple turc. Reconnaître ce qui a été fait en son nom, c'est quelque chose d'extrêmement libérateur de le reconnaître. Regardez, le peuple allemand aujourd'hui ne lui viendrait pas à l'idée de nier le génocide commis par les Hitlériens. Dernière question, Philippe Videlier, 100 ans après, vous estimez qu'on est proche ou pas d'aboutir? Il semblerait que non, au vu de la réaction de la Turquie aujourd'hui, après ce qu'a dit le pape, mais vous estimez qu'il y a une voie positive ou pas? Je pense que le positif, c'est que la question du génocide arménien soit reprise par l'ensemble et des nations et des gens qui peuvent avoir de l'influence, et puis qu'elle devienne partie de notre culture commune, de notre culture humaine. Maintenant, le problème de la Turquie, qui est un problème qui dure depuis des décennies, il n'y a que la Turquie qui peut le régler. Et d'ailleurs, les démocrates turcs qui reconnaissent le génocide arménien, les intellectuels turcs, regardez Orhan Pamuk, le prix Nobel, qui a été menacé de mort pour avoir simplement évoqué la question du génocide. Ce sont des gens extrêmement courageux et c'est par eux que la Turquie parviendra à renouer avec la communauté internationale sur cette question. Merci beaucoup Philippe Videlier. On va remontrer l'ouvrage que vous avez écrit sur le sujet qui s'appelle donc Nuit turque, publié chez Gallimard et donc qui est consacré à ce génocide comme l'a rappelé le pape aujourd'hui. Alors il y a des questions géopolitiques, Johan Morvan, qui sont posées évidemment aussi par cette non-reconnaissance par la Turquie de ce génocide, parce que il y a aujourd'hui des relations assez compliquées pour la Turquie au Moyen-Orient, notamment avec l'Iran, où il y a aussi une forte communauté arménienne. Oui, 300 000 Arméniens habitent aujourd'hui à Téhéran, donc c'est quand même une communauté qui n'est pas négligeable. Puis il y a un axe stratégique, donc Moscou, Yerevan, Téhéran, qui pèse tout de même sur les relations, mais il ne faut pas non plus négliger par ailleurs le fait qu'il y a quand même une présence très importante aussi d'Arméniens aux États-Unis. Et en fait, la Turquie sait pertinemment que l'allié américain sur cette question n'est plus en mesure de nier ce qui s'est passé. Et donc il y a eu depuis des années... en fait, ça a fait long feu. À partir des années 70, en gros, le combat du lobbying mené par le lobbying turc a été perdu. Et il y a une sorte d'acharnement désespéré à vouloir nier cette vérité historique, mais qui, eu égard donc au contexte plus récent aussi, à l'échelle donc macro-régionale, toujours lié au rôle des États-Unis et de l'échiquier politique régional, voit finalement l'Amérique d'Obama signer quand même une forme d'accord avec l'Iran, et qui donc la Turquie se voit menacée dans son rôle de pivot, de leadership régional par les États-Unis. Donc ça aussi, j'imagine en tout cas que c'est un contexte qui pèse sur ce genre de fermeture telle que dénoncée donc par Philippe Videlier. Le pape François qui affirme une nouvelle fois aujourd'hui qu'il veut être un pape différent, frère Louis-Marie, et qui veut assumer ses positions.
Je pense qu'il assume ses positions. Et il veut, comme je vous le disais, je pense, avancer dans la vérité. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas complètement nouveau avec le pape François. Disons que ce qui est nouveau, c'est dans sa façon de le dire, dans sa façon de le faire. Parce qu'on avait déjà eu ça avec Jean-Paul II. Juste pour mémoire, en 2015, non, en 2000, pardon, donc il y a 15 ans, pour l'année du jubilé, le pape Jean-Paul II avait fait faire une démarche de demande de pardon pour tout ce qui, dans l'histoire de l'Église, n'avait été pas conforme à l'Évangile. Et notamment, à ce moment-là, il y avait une demande de pardon vis-à-vis du peuple juif, vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des scientifiques, etc. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a une relecture de l'histoire pour reconnaître effectivement la vérité de l'histoire. Et je pense qu'un peuple, et l'Église aussi, ne peuvent avancer qu'à partir du moment où ils sont dans la vérité. Donc il me semble que pour le peuple turc aujourd'hui par rapport au génocide arménien, il y a un double problème. C'est d'une part assumer ce qui a été fait par un autre régime que le sien, donc le régime ottoman, mais c'est donc assumer la continuité de l'histoire d'une population dans le temps. Et puis que la Turquie justement ne pourra avancer, le peuple turc ne pourra avancer qu'en reconnaissant son histoire et en l'assumant. Alors bon, peut-être que vous avez trouvé mon discours un peu trop religieux, mais je pense qu'il y a aussi, pour construire une nation, il y a aussi une dimension de pardon des communautés les unes vis-à-vis des autres. Il ne peut pas y avoir de pardon s'il n'y a pas de reconnaissance d'une faute. Donc j'irai là d'une certaine manière, la situation est bloquée. Alors que si on veut avancer vers l'avenir, il faut absolument qu'il y ait une reconnaissance de ce qui s'est passé. Et je pense que c'est dans cette dynamique-là qu'il faut voir les prises de position du pape sur ces différents sujets. Quelques secondes. Mais il serait possible même d'adopter un point de vue psychanalytique sur cette question d'un refoulé historique qui pèse donc sur les consciences turques et qui continuera à peser tant qu'il n'y aura pas de geste plus fort de la part des autorités turques. Avec une réaction épidermique à chaque fois, comme c'est le cas aujourd'hui. En tout cas souvent, puisque voilà. L'AKP entend mener le bal et ne pas se faire dicter sa conduite à l'instar d'un certain nombre de régimes un petit peu autoritaire. Voilà, Ankara qui a donc rappelé ce soir son ambassadeur au Vatican, après avoir convoqué celui de l'annonce apostolique cet après-midi, après les propos du pape François. Merci frère Louis-Marie du monastère d'Abou-Gosh, merci d'être venu, merci Yoann Morvan de l'Institut français d'études anatoliennes. Dans un instant, le rappel des titres, et puis on s'intéressera également au psychodrame politique en France, celui de la famille Le Pen, avec aujourd'hui Jean-Marie Le Pen qui a choisi sa petite fille Marion Maréchal Le Pen plutôt que sa fille Marine, avec qui il est en sérieuse dispute, dira-t-on. Voilà, on en parle dans un instant. Restez avec nous juste après la pause. Le pape François parle de génocide arménien et provoque la colère de la Turquie. 100 ans après, le massacre des Arméniens reste encore un débat non refermé. Hillary Clinton choisit de lancer sa candidature à la Maison-Blanche sur Twitter. Un tweet attendu par toute l'Amérique d'un instant à l'autre. L'épouse de l'ex-président Clinton a reçu le soutien de Barack Obama la nuit dernière. La guerre au Yémen et l'ONU qui appelle ce soir à une relance des discussions de paix au milieu des combats de plus en plus violents. La France est venue apporter son soutien à la coalition arabe à Riyad. Et on va parler politique française à présent et la famille Le Pen qui continue de se déchirer. Aujourd'hui, c'est Jean-Marie Le Pen qui vote pour sa petite fille Marion Maréchal Le Pen. C'est elle qui devrait, selon lui, conduire la liste Front National pour les prochaines élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Jean-Marie Le Pen en conflit ouvert avec sa fille à quelques jours d'un important bureau politique. Léa Volbert. Ce n'est pas la première crise chez les Le Pen, mais celle-ci pourrait bien être la dernière. Jean-Marie Le Pen choisit officiellement sa petite fille plutôt que sa fille. Dans une interview accordée au Journal du Dimanche, il déclare qu'il ne voit personne d'autre qu'elle pour le remplacer. Après une énième provocation de son père, Marine Le Pen s'est ouvertement désolidarisée du fondateur du Front National et lui a demandé de retirer sa candidature aux élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Madame Le Pen est en train de dynamiter sa propre formation. Elle avait la chance d'avoir une unité et des résultats conquérants, et c'est d'elle-même, de sa propre initiative, qu'elle crée une difficulté majeure avec le président d'honneur fondateur de son parti, qui de surcroît est son père. J'irai me défendre, évidemment, et probablement attaquer aussi.
Le 2 avril dernier, il affirmait sur BFM que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire. Plus récemment, dans les colonnes du journal Rivarol, historiquement acquis à l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen a regretté la sévérité de la France envers le maréchal Pétain. Des propos qui font tâche à 8 mois des élections régionales. Des propos qui surtout discréditent les efforts de longue haleine de Marine Le Pen pour normaliser, dédiaboliser l'image de son parti. Je ressens du chagrin comme fille, bien sûr. Je ressens du chagrin aussi comme militante. C'est douloureux, mais croyez-moi, c'est beaucoup moins douloureux que ce que vivent nos compatriotes. Mais Jean-Marie Le Pen persiste et signe. Malgré les condamnations unanimes de la classe politique, il réitère régulièrement ses propos. Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS, y voit une manœuvre politicienne pour opposer Marine à Marion et ainsi atténuer cette banalisation du FN que déplore Jean-Marie Le Pen. Lundi, il devrait faire savoir s'il va finalement retirer ou non sa candidature pour les élections régionales. Mais la question sera définitivement tranchée le 17 avril prochain lors d'une réunion exceptionnelle du bureau politique du Front National. Alors, on est en ligne avec le cinéaste et écrivain Serge Moati, auteur du documentaire Adieu Le Pen et d'un livre consacré également au président d'honneur du Front National et intitulé Le Pen, vous et moi. Bonsoir Serge Moati. Bonsoir. Alors, vous aviez en quelque sorte imaginé ce qui est en train de se passer lorsque vous aviez fait ce documentaire. C'était quelque chose d'écrit pour vous, ce scénario? Oui, c'était dans les gènes de l'histoire, si j'ose dire, parce que il y a, comme j'ai suivi depuis, vous vous rendez compte, presque de 30 ans, j'ai fait des documentaires sur les Le Pen, etc., parce que l'extrême droite m'intéresse tout à fait beaucoup, passionnément. Et ça a commencé en 2005, la rupture entre les deux, en fait. Donc j'étais pas étonné. En 2005, dans le même torchon antisémite qui s'appelle Rivarol, Le Pen parle de l'occupation allemande, qui n'était pas si terrible en France, etc. Sa fille, à ce moment-là, boude, alors qu'elle était importante au Front National sans être la présidente. Elle part en Bretagne dans sa famille, vous voyez. Elle pense même ne jamais revenir. Ensuite, dans ma propre émission, en 2009, qui s'appelait Riposte à l'époque, elle prend ses distances avec l'histoire du point de détail. Lui réitère sans arrêt la Shoah est un point de les chambres à gaz est un point de détail dans l'histoire, etc., de la Seconde Guerre mondiale. Et là, pour la première fois en 2009, elle dit non, c'est pas acceptable. Vous voyez, donc c'est une histoire qui couvre depuis très longtemps et qui là explose, et c'est pas un hasard, juste à la veille des régionales, comme la fois dernière, c'était au moment où il parlait de la fournée pour Patrick Bruel. C'était au moment où elle essayait de composer un groupe au Parlement européen, un groupe d'extrême droite, et l'UKIP, le parti anglais, dit ah non, on ne veut pas s'allier avec ces Français trop antisémites. Vous voyez ? Ouais, mais alors justement, qu'est-ce que cherche finalement Jean-Marie Le Pen? C'est torpiller la carrière politique de sa fille parce qu'elle va peut-être mieux réussir que lui, ou est-ce qu'il y a autre chose derrière tout ça? Non, je pense que c'est vraiment une sorte de jalousie, c'est-à-dire sa créature lui échappe, c'est-à-dire c'est lui qui l'a fait entièrement, Marine. Hein. Elle n'aurait pas dû être présidente si elle ne s'appelait pas Le Pen. Il l'a imposée à la tête du parti, il l'a imposée vraiment. Hein. Et donc, à la fois, c'est une histoire, c'est un feuilleton, c'est Dallas et Dynastie. C'est Shakespeare, mais c'est Dallas et Dynastie aussi. C'est-à-dire qu'au fond, lui, oui, comme la créature, vous savez, Frankenstein, tout ça, la créature échappe, n'est-ce pas? Et donc, elle fait par exemple, son programme économique est très, très différent de celui des pensées de son père, par exemple. Hein. C'est-à-dire qu'elle a une stratégie politique extrêmement différente de celle de son père. Donc c'est une vraie rupture, c'est pas une mise en scène comme on pourrait croire quand on est complotiste. Vous savez, on dit par exemple qu'il n'y a rien eu sur le World Trade Center, que tout ça c'est des blagues, enfin, etc. C'est un coup des Juifs. Bon, non, c'est pas un coup des Juifs, c'est pas un coup des francs-maçons. C'est une vraie rupture politique grave, mais c'est pas fini. Hein. Ça veut pas dire qu'ils s'aiment pas, ça veut pas dire qu'ils vont pas se réconcilier. Et il y a quelqu'un qui joue un rôle très important là-dedans, c'est la petite Marion, la petite fille aimée, celle qui, au fond, reprend. Elle a été à la manif pour tous, c'est-à-dire contre le mariage homosexuel. L'électorat catholique traditionnel chrétien qui vote Front National se retrouve en elle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Elle est plus comment dire, fidèle à la pensée du grand-père que Marine. Ouais. Et à votre avis, est-ce que cela va profiter finalement à Marine Le Pen ou pas? Cette rupture, finalement, si elle coupe la branche qui peut lui faire du mal, est-ce que ça peut lui profiter? Bien sûr. C'est une sorte de cadeau involontaire et
je sais pas comment on dit, tardif du grand-père. Le dernier cadeau du père, pardon, c'est ça. C'est pas une mise en scène, hein, mais c'est un cadeau. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, merci. C'est-à-dire c'est un cadeau parce que c'est la façon pour... là, c'est de la dédiabolisation réussie. Ouais. Merci. Pour Marine Le Pen. Merci Serge Moati. Donc je rappelle que vous avez signé plusieurs documentaires consacrés à Jean-Marie Le Pen et au Front National et donc écrit ce livre Le Pen, vous et moi. Le Yémen à présent, alors que les combats continuent de faire rage, la France est venue apporter son soutien à la coalition arabe conduite par l'Arabie Saoudite. C'est le ministre français Laurent Fabius qui est allé en personne apporter ce message de soutien à Riyad. Maxime Pérez. Pas d'accalmie dans les combats au Yémen. Ces dernières heures, les affrontements les plus violents se sont déroulés au sud du pays, dans la province de Taïz. À Dar Saad, Mouala, Bourika et dans la ville portuaire d'Aden, la deuxième plus importante du pays, les comités populaires tentent toujours de déloger les miliciens houthis, deux zones sous leur contrôle. Dimanche matin, les frappes de la coalition auraient encore fait une trentaine de morts, en particulier le bombardement du camp 22. Cette base, appartenant à la garde républicaine, est restée fidèle à l'ancien président yéménite Abdallah Saleh. À ce stade, l'Arabie Saoudite rejette toute idée de trêve humanitaire, malgré l'arrivée d'un deuxième avion du CICR rempli d'aide humanitaire à destination de la population. Pas question non plus d'un cessez-le-feu proposé par l'Iran, que Riyad accuse d'implication directe aux côtés des miliciens chiites. Nous avons suffisamment de preuves qui montrent que le gouvernement iranien et ses milices, à l'instar du Hezbollah, sont celles qui entraînent, financent et soutiennent les Houthis. C'est pour ça que nous n'excluons pas leur présence aux côtés des miliciens. En 18 jours d'opération, la coalition sunnite a mené un total de 1200 frappes au Yémen, selon l'Arabie Saoudite qui mène les opérations. Un effort de guerre soutenu par la France, comme est venu le rappeler son chef de la diplomatie, Laurent Fabius, en visite à Riyad ce dimanche. Une solution soit trouvée qui permette de respecter la légitimité du pouvoir sur le terrain et de mettre fin au conflit qui ensanglante ce pays très proche de l'Arabie Saoudite. Fort de ce soutien et de celui de son fidèle allié américain, l'Arabie Saoudite se tient prête à passer à la seconde phase de son offensive. À la frontière du Yémen, où près de 500 combattants houthis auraient été tués ces dernières semaines, Riyad a amassé près de 150 000 hommes. Une invasion terrestre ne serait qu'une question de jours. Alors avec nous Ali Waked, notre spécialiste donc, du monde arabe et musulman. Bonsoir Ali. Bonsoir Jean-Charles. La question ce soir, parce qu'officiellement l'Arabie Saoudite dit on n'est pas en guerre avec l'Iran à travers ce qui se passe au Yémen, mais est-ce que c'est pas quand même une vraie guerre entre l'Iran et l'Arabie Saoudite? Et officiellement, l'Iran dit ne pas être impliqué dans ce conflit au Yémen. Mais Jean-Charles, il y a deux phénomènes, deux mouvements qui se passent. Un aux coulisses diplomatiques, un sur le terrain. On voit ce mouvement de balancier et sur le niveau diplomatique et sur le niveau militaire. L'Iran qui envoie un appel public à l'Arabie Saoudite d'arrêter les frappes. L'Arabie Saoudite, bien sûr, va rejeter parce qu'elle a l'avantage, elles sont qu'elle a réussi à rassembler une coalition arabe anti-Iran, même si les intérêts des membres de cette coalition ne sont pas toujours les mêmes, ne sont pas toujours identiques et homogènes. Mais pour la première fois, on voit qu'il y a une tête de coalition arabe qui mène un certain nombre de pays arabes pour servir l'agenda de l'Arabie saoudite. Et l'Iran, que contrairement à ce qui se passe en Syrie, contrairement à ce qui se passe en Irak ou au Liban, elle semble ne pas avoir l'avantage, mais les Iraniens ont prouvé tout au long de ces dernières années qu'ils sont plus persistants, ils sont plus généreux dans leur soutien. Et contrairement à l'Arabie saoudite et à ses alliés, l'Iran n'hésite pas à envoyer des experts, des soldats et des militaires sur le terrain pour mener la guerre comme les Iraniens
Iraniens, pour mener les batailles comme les Iraniens le voient. À mon avis, le scénario le plus probable du Yémen est celui de la Syrie. Donc il y a plus de chances que ça dégénère en un conflit régional qui groupe l'Iran et ses alliés, et qui de l'autre côté l'Arabie saoudite et les pays modérés. Déjà sur le plan international, on voit la Russie qui de plus en plus laisse savoir que si jamais elle doit trancher entre les deux côtés, elle va prendre le côté des pro-iraniens et des Houthis. Donc on voit que même sur la chaîne internationale, il y a plus de chances que cette situation se détériore. On a encore une piste de confrontation directe entre les deux superpuissances du monde islamique, l'Iran de l'autre côté et l'Arabie saoudite. C'est très intéressant de voir comment est-ce que les deux côtés sont en train d'essayer de mobiliser un autre géant musulman à leur côté, c'est le Pakistan. Le gouvernement pakistanais qui aimerait joindre les forces de l'Arabie saoudite, mais le Parlement pakistanais qui est plus attentif au fait que le Pakistan, il y a une minorité chiite assez importante, est très hésitant, mais ce jeu de force, ce jeu d'influence entre l'Arabie saoudite et l'Iran va continuer les jours à venir. Merci Ali Waked. La Syrie à présent et l'armée du régime d'Assad qui a continué de bombarder la partie rebelle de la ville d'Alep, raid meurtrier particulièrement aujourd'hui sur une école qui a tué au moins 9 personnes, dont 5 enfants. Pendant ce temps, à Yarmouk, près de Damas, l'ONU reste très inquiète pour le sort des civils qui sont confrontés cette fois aux combattants de l'État islamique qui continue son offensive tout près donc de la capitale. Joseph Emmanuel. Ils étaient plus de 150 000 Palestiniens dans la ville de Yarmouk avant 2011. Ils sont aujourd'hui moins de 20 000 dans ce quartier sud de la capitale syrienne. Nous sommes des civils. Il y a des enfants et des gens malades. Il n'y a aucun médicament ou de quoi se faire soigner ici. Nous n'avons rien, pas d'eau, pas de nourriture. Qu'ils ouvrent la route, nous devons manger et boire. Selon Amnesty International, des dizaines de personnes sont mortes de faim dans le début du siège imposé fin 2012 par le régime de Bachar el-Assad. Le mois d'avril a vu le groupe État islamique prendre le contrôle du camp. Les habitants de Yarmouk se sont retrouvés pris en étau entre les bombardements des forces du régime et les exactions des djihadistes. L'ONU décrit une situation proche de la catastrophe humanitaire. Ses émissaires ont été dépêchés ce week-end à Damas pour tenter de venir en aide à ces Palestiniens de Syrie. Nous voulons que les habitants du camp sachent que leur intérêt est primordial pour nous et que nous ferons tout notre possible pour assurer leur sécurité, si possible à l'intérieur du camp, mais certainement à l'extérieur. Et nous allons y travailler en collaboration avec le gouvernement syrien. Une collaboration avec le régime de Bachar el-Assad, mais dans le même temps, l'ONU demande aux groupes armés de ne pas impliquer les civils dans les combats. Nous avons demandé aux groupes armés de respecter les populations civiles et de permettre à ceux qui souhaitent quitter temporairement le camp de le faire en toute sécurité pour qu'ils soient assistés correctement à l'extérieur par notre agence. L'agence réclame l'évacuation de ces milliers de personnes, dont 3500 enfants encore bloqués dans le camp palestinien. Des habitants qui s'attendent à la reprise des combats dans ce quartier stratégique de la capitale syrienne, puisqu'il n'est situé qu'à quelques kilomètres du palais de Bachar el-Assad. Nouvel attentat dans le Sinaï égyptien. 6 soldats ont été tués dans l'explosion d'une bombe dans le nord de la péninsule. Cet attentat a été revendiqué par la branche égyptienne de l'État islamique. Et puis ce soir, une voiture piégée a explosé dans le Sinaï, tuant cette fois un civil. En Irak, l'État islamique aurait également lancé une offensive contre la raffinerie pétrolière de Baïdji dans le nord. C'est la plus grande raffinerie du pays. Offensive contenue par l'armée irakienne qui affirme avoir tué au moins 20 djihadistes. Et puis vous le voyez sur ces images, l'État islamique a publié également une vidéo dans laquelle il montre le saccage de la ville antique de Nimrod. L'accord sur le nucléaire iranien a toujours ses partisans et ses opposants. Netanyahou, le Premier ministre israélien, a de nouveau expliqué aujourd'hui ce qui ferait de ce mauvais accord un bon accord, alors que John Kerry, l'Américain, demande lui au Congrès de ne pas créer d'interférence jusqu'à la signature finale de l'accord. Joseph Emmanuel. Il demande aux républicains de ne pas interférer. John Kerry a exhorté le Congrès à laisser les discussions sur le nucléaire iranien se dérouler comme elles doivent se dérouler. La Chambre à majorité républicaine met la pression sur un gouvernement Obama
qui tente depuis plusieurs mois d'arracher un accord sur un dossier sensible. Le gouvernement Obama craint un durcissement des sanctions contre le régime des Mollahs, un durcissement qui pourrait être voté par les républicains et torpiller l'actuelle stratégie conciliante de la Maison-Blanche. Conscient des inquiétudes suscitées, le secrétaire d'État a fait savoir qu'il expliquerait les contours de l'accord cadre signé le 2 avril à Lausanne, un accord qui devrait être définitif fin juin. Il reste donc moins de 2 mois pour régler un problème de plus de 10 ans. Je pense que les gens doivent retenir leurs attaques et nous laisser négocier sans interférence pour que nous soyons en mesure d'achever notre travail dans le courant des 2 prochains mois et demi. Des mots pour rassurer, mais le chef de la majorité républicaine du Sénat a dénoncé des concessions trop fortes faites à l'Iran et a confirmé que les sénateurs auraient leur mot à dire. Le Congrès américain avait reçu en mars dernier le Premier ministre israélien, venu discourir sur les inquiétudes israéliennes concernant un futur accord, une invitation qui n'avait pas été jusqu'à la Maison-Blanche. Barack Obama avait reconnu avoir un différend réel avec Israël au sujet de l'Iran et avait refusé de rencontrer M. Netanyahou. Un Premier ministre israélien qui demandait au Congrès et qui continue de demander de manière non officielle d'interférer dans un accord qu'il juge mauvais. Au cours des derniers jours, la République islamique a de nouveau montré pourquoi on ne peut lui faire confiance. L'Iran insiste sur le maintien de ses importantes capacités nucléaires, avec lesquelles des armes nucléaires pourront être produites. L'Iran insiste sur la levée de toutes les sanctions immédiatement et refuse de permettre des inspections efficaces de toutes ces installations suspectes. Dans le même temps, l'Iran continue son agression effrénée dans la région et son soutien au terrorisme mondial. Des lignes de conduite s'affrontent sur la façon de gérer les négociations du nucléaire avec la République islamique d'Iran. Et comme une grande partie des républicains américains, Israël réclame des contrôles plus stricts sur le programme nucléaire de Téhéran, un programme que les Iraniens présentent depuis le commencement comme uniquement civil. Alors, ce doit être l'événement politique du jour aux États-Unis et cela va se passer sur les réseaux sociaux. On va en parler avec vous. Rudy Saada, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Spécialiste donc des réseaux sociaux sur i24 News. Hillary Clinton va annoncer donc sa candidature dans la course à la Maison-Blanche via Twitter. Oui, alors tous les analystes politiques américains sont effectivement suspendus à leur compte Twitter. Pour l'instant, rien, car donc selon les médias américains, c'est effectivement par le site de microblogging que l'ex-secrétaire d'État américaine doit officialiser sa candidature à la primaire démocrate pour les élections présidentielles de 2016. Alors faire acte de candidature sur Internet, c'est finalement quelque chose de pas nouveau, hein, c'est même devenu plutôt la norme en politique et en politique américaine. On pourrait même en France citer Alain Juppé, il y a quelques mois, au mois d'août, avait fait acte de candidature aux primaires de l'UMP via son compte Facebook. Alors pourquoi choisir les réseaux sociaux ? Eh bien, justement pour l'apparente spontanéité qu'offre ce média. C'est une sorte de lien direct en fait entre l'internaute et l'homme politique. C'est aussi une manière de dialoguer via les réponses qui peuvent être apportées, les commentaires qui peuvent être apportés par les internautes. Et puis il y a aussi un autre aspect, c'est la manière de répandre la nouvelle. Par exemple, sur le compte d'Hillary Clinton, il y a 3,1 millions d'abonnés. Ça veut dire que la nouvelle va se répandre 3,1 millions de fois et les abonnés eux-mêmes vont pouvoir retweeter la nouvelle et en faire quelque chose, un impact un peu mondial. Donc c'est tous ces ingrédients qui avaient porté par exemple la campagne d'Obama en 2008, la première avec le fameux Yes Weekend. À l'époque, c'était Chris Hughes, un des fondateurs de Facebook, qui avait imaginé ce mode de communication politique et donc il avait organisé complètement cette campagne. Mais en réalité, derrière cette spontanéité, il y a une stratégie marketing bien ficelée, même un scénario. Ouais. Alors justement, qu'est-ce qu'il y a dans ce pack de communication ? Alors dans ce pack de communication, il y a eu il y a quelques heures au sommet des Amériques la déclaration du président Barack Obama qui parlait d'Hillary Clinton dans ces termes. Elle ferait une excellente présidente des États-Unis. Puis la rumeur du tweet qui aujourd'hui court dans les médias. Puis l'annonce de l'heure du tweet qui devait être 12h PM et qui était donc à peu près 19h heure d'Israël et qui n'est toujours pas arrivé. Donc ce suspense. Et puis après, il devrait y avoir avec ce tweet un premier clip de campagne aussi sur les réseaux sociaux, sur son compte YouTube. Et puis après, ensuite, il devrait y avoir tout simplement le terrain avec un premier meeting dans les jours prochains dans l'Iowa, un état incontournable pour les prochaines primaires.
Alors, elle est favorite, hein, évidemment, à l'investiture dans le camp démocrate, mais Hillary Clinton a quand même un petit problème d'image. Oui, alors c'est vrai qu'elle a peu de concurrence du côté démocrate, elle a plus de 60% d'intention de vote, donc finalement, le parcours, cette course à l'investiture ne devrait pas être trop compliqué. Par contre, il va falloir effectivement se refaire une image, et notamment une image numérique. Déjà une image moins hautaine, plus humble et plus détachée finalement du pouvoir qu'elle a incarné avec son mari. Et puis sur les réseaux sociaux, le site du Nouvel Obs a analysé son activité. Regardez sur son compte Twitter, elle a effectivement 3 millions d'abonnés, mais elle ne suit que 9 personnes. Elle a tweeté en 2 ans à peu près 150 fois, ce qui n'est rien. C'est-à-dire qu'elle interagit très peu avec les internautes. Donc elle va devoir s'y mettre, et pour pallier ce manque d'activité sur le réseau social, elle a engagé Stéphanie Hannon. C'est une spécialiste, c'est une ancienne de Google, spécialisée dans l'innovation civique et l'impact social. Donc son équipe de campagne a bien compris que cette campagne se passera en grande partie sur Internet. Merci Rudi Saada. Et justement, la candidature d'Hillary Clinton vue d'Israël, ce sera le thème de notre débat dans 10 minutes, un peu moins maintenant. Benjamin Netanyahou qui a clôturé, lui de son côté, hier la fête juive de Pessah en Israël en sacrifiant à une coutume venue d'Afrique du Nord, celle qui veut que l'on mange des crêpes sucrées lors de la soirée dite de la Mimouna. Reportage dans le sud d'Israël avec le Premier ministre Maël Ben-Oliel. Bonne fête, manger et profiter. Le Premier ministre israélien a l'heure marocaine pour la traditionnelle Mimouna, une fête populaire qui vient marquer la fin de la Pâque juive. Une tradition séfarade où il est coutume de consommer gâteaux et autres mets interdits durant les 7 jours de Pessah. Mimouna, c'est une tradition de Pessah. Les maisons sont ouvertes, les gens vont et viennent, et nous, ce soir, nous recevons beaucoup de monde, dont le Premier ministre. C'est notre voisin, il vient de toute façon tous les ans et il continuera à le faire dans le futur. Mais en attendant l'arrivée du Premier ministre et de son épouse, on s'affaire en cuisine. Il y a des gâteaux marocains, des confitures, du djaban qui est composé d'œufs, de lait et de menthe comme dans la tradition, et puis évidemment des crêpes et des beignets, que des douceurs. C'est donc en tant que voisin que Benjamin Netanyahou et sa femme Sarah se sont rendus à Or Akiva après avoir passé le week-end à quelques kilomètres de là dans leur résidence secondaire de Césarée. Que tous vos souhaits se réalisent, que notre pays continue de s'épanouir, de prospérer et de croître. Et je vous assure que je ferai tout pour assurer l'unité nationale, le bien-être national et la sécurité d'Israël. Le public est conquis. Il faut dire qu'ils ont été une large majorité ici à voter pour le parti du Premier ministre, le Likoud, lors des dernières élections. Je pense qu'il faut respecter le fait que le Premier ministre vienne ici tous les ans avec sa femme. C'est une marque de respect pour nous. Nous le respectons en retour. Les beignets, on peut les manger après. Une manière aussi pour les habitants de cette ville du nord d'Israël de célébrer la victoire aux législatives de Benjamin Netanyahou. Les beignets, ce n'est pas un problème. On aura le temps d'en manger jusqu'à 1 ou 2 heures du matin s'il le faut. Nous sommes venus par respect pour le Premier ministre et sa femme. Nous sommes heureux de sa victoire et de ses 30 mandats. 30 mandats qui confèrent donc la responsabilité à Benjamin Netanyahou de former le prochain gouvernement. Après avoir profité de vacances en famille, notamment dans le désert du Negev, le Premier ministre promet d'annoncer rapidement la composition de son futur gouvernement. Alors justement, ce gouvernement, il se fait attendre. Bonsoir, Dror Even Sapir, analyste politique sur i24 News. Où en est-on de ces consultations? Alors, il reste 10 jours, Jean-Charles, pour que la première période qui est accordée au Premier ministre pour qu'il constitue sa coalition gouvernementale parvienne à son terme. En 10 jours, ce sera terminé. Et là, Netanyahou pourra, s'il le désire, demander une prolongation de 2 semaines supplémentaires pour former sa coalition gouvernementale. Il est très très probable, voire même certain en fait, que c'est effectivement ce qui va se passer et que Benjamin Netanyahou demande au président de l'État, Reuven Rivlin, ce délai de 2 semaines. Donc la période sera utilisée jusqu'à son terme et on aura un nouveau gouvernement israélien probablement dans environ 3 semaines. Ouais, alors ce qu'il faut savoir maintenant, c'est quel gouvernement, droite toute ou bien Union nationale?
Alors c'est la question que tout le monde se pose, bien évidemment. Les négociations semblent avoir avancé avec certains des partenaires envisagés, avec les partis religieux notamment, avec le parti de Moshe Kahlon aussi. Aujourd'hui même, Netanyahou et Kahlon, le leader du parti centriste de centre-droit Kulanou, se sont entretenus pendant 3 heures, c'est long tout de même. Et il semblerait que suite à cet entretien entre Netanyahou et Kahlon, les choses soient avancées. Kahlon sera très certainement le prochain ministre des Finances et 2 de ses colistiers se verront confier les ministères de la défense de l'environnement et surtout de la construction et du logement. C'est un ministère essentiel parce qu'on sait à quel point la crise du logement, la crise du coût de logement est un véritable problème pour les Israéliens. Par contre, là où ça coince, Jean-Charles, c'est avec messieurs Bennett et Lieberman, donc les leaders des 2 partis qui sont à la droite du Likoud. Et là, dans l'entourage du Likoud, effectivement, on dit à Naftali Bennett et à Victor Lieberman, attention, ne soyez pas trop exigeants, parce que si vous traînez du pied à parvenir à un accord, pour parvenir à un accord de coalition avec le Likoud, eh bien, un gouvernement d'union nationale pourrait voir le jour et nous pourrons faire appel dans ce cas-là aux travaillistes, à l'opposition, à l'union sioniste pour un gouvernement de grande coalition qui risquerait donc de renvoyer dans l'opposition les partis dirigés respectivement par Naftali Bennett et par Avigdor Lieberman. Mais dans l'entourage d'Herzog, le numéro 1 travailliste, eh bien on dit qu'on n'a aucune prise de contact, aucune demande sur des négociations sérieuses sur un gouvernement de large coalition. Merci Dror Eben Sapir. Et puis avant de terminer, on salue également la mémoire de l'ancien numéro 1 français du tennis, ancien DTN du tennis, Patrice Dominguez. Il était âgé de 65 ans. Il est décédé aujourd'hui des suites d'une longue maladie. Il avait été également consultant vedette de tennis à la fois à la radio et à la télévision. Et donc évidemment contribuant à la popularité de ce sport en France. Salut à lui. Dans un instant, le débat.